Merci. Eh bien, tout d'abord, j'apprécie beaucoup les applaudissements, mais je vous les rends à chacun d'entre vous. Quelle foule extraordinaire! On m'a dit, Monsieur le Premier ministre, vous avez battu un record. Nous sommes deuxième derrière Billy Graham. Bon, deuxième derrière Billy Graham, ça n'est pas mal du tout, surtout que je suis un grand fan. Mais d'abord, James, merci beaucoup. Et Rob, merci pour tout ce que vous faites à l'Empire Club. Et merci aussi, James, de continuer d'alimenter notre province en électricité. Et merci pour le travail que vous faites du point de vue des isotopes médicaux aussi. Vous êtes un véritable pionnier. Alors, je l'apprécie beaucoup. Très heureuse d'être accompagnée aujourd'hui. Je dis toujours à mon équipe de super étoiles. J'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur eux. Le ministre Bethan Falvey. Essayer de lui soutirer un sou, c'est très difficile. Mais heureusement qu'on l'a. C'est le meilleur ministre des Finances de toute l'histoire, selon moi. Il fait un travail formidable. Accompagné de son bras droit, ministre Mulroney. Caroline, où êtes-vous? La voici, je vois votre frère. Ah, voilà. Voilà Caroline. Caroline qui travaille très étroitement avec le ministre Bethan Falvey. Et je souhaite également souligner que cette équipe a réalisé des choses extraordinaires. On pense toujours à la dette par rapport au PIB qui a dégringolé 36,2% à présent. Il faut continuer d'améliorer, mais ça, c'était en 2024-2025. C'est le plus bas niveau depuis 12 ans. Et grâce à Peter et Caroline, pensez-y, 5,5% d'intérêt. Et à présent, on a diminué le service de la dette plus que depuis 40 ans. Vous vous rappelez peut-être que dans le passé, c'était 30. Alors, ça compte. Il faut essayer de renouer avec des niveaux d'endettement plus faibles. Merci à Peter. Je suis également accompagnée de Stan Cho, ministre Kanjin, Sarkaria, Lecce, Thompson, Smith, McCarthy et Dunlop. On pourrait avoir une réunion du Conseil des ministres ici. Nous sommes assez nombreux, ainsi que tous les autres membres du caucus de Queen's Park qui nous aident à réaliser les priorités dont il sera question aujourd'hui. Je tiens également à remercier d'autres personnes qui sont ici présentes. Mon premier ministre préféré, c'est le ministre Mike Harris, le premier ministre Mike Harris. Mon père a travaillé dans son caucus. Le premier ministre Harris, je veux vous remercier pour tout le travail que vous avez fait, que vous continuez de faire. Vous êtes un excellent mentor. Je souhaite également saluer l'ancien ministre Jason Kenney et tous les autres élus de partout au Canada. Ben Mulroney, je crois que nous allons avoir une bonne conversation. Soyez prêts parce que j'ai une question à vous poser, vous aussi. Je ne vais pas la dévoiler jusqu'à ce que vous montiez sur la scène. Alors, vous savez, je veux aussi remercier le Centre des congrès de Toronto, le Metro Toronto Convention Center, et son personnel. Ce serait impossible d'organiser ce genre d'événement sans les formidables personnes qui nous servent, les cuisiniers, les organisateurs. Alors, merci à vous tous et toutes. Quand on pense à un centre des congrès, un palais des congrès, je sais que le président est ici, Justin, et il veut euh, reconfigurer les espaces. Vous savez, ces palais des congrès attirent plus de 70 millions de visiteurs chaque année pour des événements comme celui-ci. Vous savez, le travail le plus difficile pour le moment, c'est de gérer mon télésouffleur. Alors, désolé Jen, accrochez-vous. Je ne vais pas lire ce que nous avions préparé. Alors, vous savez, d'abord, j'espère que vous avez profité de l'action de grâce. J'ai eu l'occasion ce week-end de songer aux choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Et je suis très reconnaissant avant tout pour la population de l'Ontario qui nous donne l'occasion et le privilège de servir depuis pour 4 années supplémentaires. Et ensuite, j'ai pensé à mon équipe. Le Premier ministre Harris n'aimera pas ce que j'ai à dire, mais vous aviez une équipe formidable, mais je pense que la mienne est la meilleure.
la meilleure équipe de toute l'histoire récente. Nous n'avons que des super étoiles au sein du conseil dans tous les ministères. Nous avons énormément de savoir, de connaissances et de compétences. Quelqu'un est venu me voir le week-end dernier, nous discutions de d'acheter à à manger parce qu'on prépare un gros repas. J'aime bien manger, comme vous le voyez. Alors, quelqu'un m'a dit: «Est-ce que vous pouvez pas faire X ou Y?» Et j'ai dit: «Ben, je vais y songer». Mais vous pouvez le faire. Il m'a dit: «Vous êtes la personne la plus puissante en Ontario». J'ai interrompu cette personne et j'ai dit: «Non, ce n'est pas moi qui suis la personne la plus puissante en Ontario. J'ai une grande responsabilité. Si je m'entoure de personnes formidables, comme c'est le cas ici, eh bien, nous pouvons faire des choses percutantes. Et si vous y songez, tout le monde ici, représenté de toutes sortes de secteurs, c'est formidable. Nous pouvons tout faire. Rien n'est à notre épreuve. Et les centaines de milliers de personnes que vous embauchez dans le secteur privé, je sais que nous pouvons y arriver. Nous vivons dans le meilleur pays du monde entier. Euh, La démonstration n'est plus à faire. Nous sommes dans un pays extraordinaire qui n'a rien à envier à personne. Et nous avons le pays le plus sûr au monde. Mais bon, je vais expliquer comment on peut arriver à nos fins. Nous sommes ici pour parler de l'économie de l'Ontario. C'est impossible de le faire sans reconnaître ce qui pèse sur nous. Le président Trump continue de s'en prendre directement au Canada. Là, va vraiment s'en prendre à nous. Je viens de l'appeler un éléphant. En fait, j'ai dit que c'était l'éléphant dans la pièce. Il ne va pas apprécier. Bon, il a ajouté, élargi les douanes sur l'acier, les automobiles, l'aluminium, le bois d'œuvre et le cuivre pour n'en nommer que quelques-uns. Il a commencé à s'en prendre à des fabricants de cuisine et ainsi de suite. À tous les égards, il semble déterminé à poser des droits de douane sur les produits pharmaceutiques, les semi-conducteurs, les camions lourds, l'industrie du film, ainsi que les minéraux essentiels. Si je l'ai dit une fois, je l'ai dit un million de fois. Un droit de douane sur le Canada n'est rien d'autre qu'une taxe sur les Américains. Et je le répète à mes amis américains, j'en parle avec les gouverneurs, les sénateurs et les élus des États-Unis tous les jours. Vous savez, paradoxalement, les républicains ne sont pas d'accord avec ce que fait le président Trump. Il s'en prend à ses alliés, ses amis, mais malheureusement, ils ont trop peur, à l'exception de quelques-uns, ils ont trop peur de dire quoi que ce soit. L'université de Yale a estimé le coût des droits de douane à 2 400 $ par foyer américain et elle prévoit que l'économie américaine perdra près d'un demi-million d'emplois d'ici la fin de 2025. Eh bien, nous en voyons déjà les effets. L'emploi dans le secteur manufacturier américain a diminué pendant 5 mois consécutifs. Aujourd'hui, il y a 78 000 emplois manufacturiers de moins aux États-Unis qu'il y a un an. Vous savez, moi, je suis un fan de Ronald Reagan. Alors, je regardais ce qu'avait fait le président Reagan et le premier ministre, formidable premier ministre de Mulroney à l'époque, et j'ai demandé à, à Travis, mon bras droit, que je trouve extraordinaire, j'ai dit, Travis, prenons ce qu'a dit Ronald Reagan et rappelons son message au peuple américain. Et dans tous les grandes chaînes de télévision, sauf une peut-être, nous en parlerons. Non, c'est CNN en fait. Ils sont un peu nerveux, mais Fox et les autres auront ce message. Nous allons lancer une campagne publicitaire de 75 millions de dollars que nous allons répéter dans tous les districts républicains, partout aux États-Unis. Nous allons dire la vérité. Mais cette annonce, ce n'est pas négatif. En fait, ce ne sont que des faits. Et c'est un message de Ronald Reagan. Et donc, chaque républicain reconnaîtra cette voix, peut-être pas les plus jeunes, mais c'était, à mon avis, le meilleur président de l'histoire des États-Unis. D'ailleurs, les emplois manufacturiers sont au plus bas niveau depuis 5 ans. Et le chiffre suivant est stupéfiant. Le Center for Automotive Research des États-Unis
affirme que les droits de douane imposés par le président Trump sur les automobiles augmenteront les coûts des constructeurs automobiles américains de près de 108 milliards de dollars américains en 2025. Ces coûts énormes pour les entreprises ont deux conséquences. Des coûts plus élevés pour les consommateurs américains et moins d'emplois pour les travailleurs américains. Et l'inflation sur le dos des travailleurs américains. Personnellement, si j'étais à sa place, ce ne sont pas le genre de chiffres que j'aimerais voir à l'approche des élections de mi-mandat. Mais il y a une bonne nouvelle pour le président Trump. Le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus simple de renverser le déclin économique des États-Unis, c'est de mettre fin aux droits de douane, conclure un accord avec le Canada, votre plus grand consommateur de toute la planète. Je sais que parfois, on nous dit qu'on est le deuxième. Non, 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 ce n'est pas vrai. Nous sommes le principal consommateur des États-Unis. Ils parlent souvent du Mexique parce que les Américains achètent plus de biens du Mexique, mais aucun pays n'achète plus de biens des États-Unis que le Canada. Nous sommes le plus gros consommateur. L'hiver dernier, face aux droits de douane du président Trump, notre gouvernement a été réélu avec un troisième mandat historique, un mandat pour mettre en œuvre notre plan de protection de l'Ontario. Les habitants de l'Ontario ont renvoyé notre gouvernement à Queen's Park pour faire tout ce qu'ils pouvaient pour protéger nos travailleurs, nos entreprises et nos communautés et transformer l'économie de l'Ontario en l'endroit le plus compétitif du G7 pour investir et créer des emplois. Et je l'ai toujours dit, nous devons créer les conditions nécessaires pour que les entreprises viennent ici, qu'elles prospèrent, qu'elles croissent. Car lorsque les entreprises sont prospères, c'est aussi le cas de la population. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au Premier ministre Carney et à notre équipe, nous devons réinvestir dans les entreprises, remettre de l'argent dans leur poche. Car les entreprises, lorsqu'elles ont plus d'argent en poche, elles investissent en technologie, en ressources humaines, en infrastructures et en nouvel équipement. Et cela crée un engouement, une économie plus résiliente. Rien n'est pire. Rien n'est pire que de prendre de l'argent de la poche des entreprises et des gens. D'ailleurs, le pire des cas, le pire des scénarios, parce que moi j'estime qu'on peut investir de manière beaucoup plus intelligente qu'un gouvernement, c'est de prendre de l'argent du consommateur et du résident, du contribuable, pour le donner au gouvernement. Vous savez, si vous réinvestissez, que vous remettez de l'argent dans la poche des gens, ils stimuleront l'économie. Par exemple, aller manger un repas au restaurant ou acheter des chaussures à vos enfants ou un jean, c'est ça qui stimule l'économie. Et avant l'élection, nous avons trouvé 3 milliards de dollars. Nous en avons parlé au caucus et au Conseil des ministres. Nous sommes le seul gouvernement de toute l'histoire de ce pays, à ma connaissance, qui est en une minute, Peter nous a dit, nous avons 3 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, bah, redonnez ça aux gens. Ce n'est pas notre argent. Tous les autres gouvernements, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou fédéraux, vous diront qu'ils peuvent conserver l'argent du contribuable. Nous, on n'y croit pas. Nous croyons qu'il faut rendre l'argent à la population, la rendre aux entreprises. C'est ça qui permet de stimuler l'économie. Alors, nous pouvons être plus résilients, plus autonomes et relever tous les défis qui se présentent à nous. Notre plan pour protéger l'Ontario consiste à réduire les formalités administratives et les réglementations afin de rationaliser les autorisations. Il consiste à construire une voie ferrée, ports, routes et autoroutes, ainsi que des lignes de transport d'électricité et à diversifier nos partenaires commerciaux pour trouver de nouveaux clients et de nouveaux marchés afin de moins dépendre des anciens. Notre plan pour protéger l'Ontario vise à éliminer les barrières commerciales internes, vise à créer de nouveaux emplois et de nouvelles possibilités pour les travailleurs ontariens en limitant l'énorme potentiel économique du cercle de feu et en construisant l'avenir de l'énergie nucléaire, notamment les tout premiers petits réacteurs modulaires du G7 et de nouvelles installations nucléaires à grande échelle. Et je dois d'ailleurs saluer le ministre Lecce. Il fait un travail absolument prodigieux. Je trouve qu'il a une énergie débordante. Il n'arrête jamais. Qu'il s'agisse de la plus grande expansion du réseau électrique de toute l'histoire de ce pays, d'ailleurs peut-être même de l'Amérique du Nord,
ou de faire en sorte qu'on réduise les formalités administratives relatives aux minéraux critiques. Alors, notre plan pour l'énergie, notre objectif pour le ministre Lecce, c'est de créer 16 milliards de mégawatts supplémentaires. 16 000 mégawatts supplémentaires. Qu'est-ce que ça signifie, 16 000 mégawatts? Je vais vous dire ce que ça signifie. Alors, pour chaque tranche de 1000 mégawatts, vous alimentez 1 million de maisons, de résidences. Nous savons que nous aurons besoin de 16 millions, mais qu'est-ce qui consomme de l'énergie? Eh bien, les entreprises et nos voisins du Sud. Vous savez, moi, j'adore les États-Unis, j'adore les Américains. J'ai passé 20 ans de ma vie dans une installation de Chicago, de New Jersey. Ce n'est pas les Américains, c'est une personne. Et c'est le président Trump. Vous savez, il veut notre énergie. Tout le monde a besoin de notre énergie. On permet à leurs entreprises, à leurs ménages d'allumer la lumière. Au Minnesota, on a un excellent gouverneur. Au Michigan, j'ai rencontré le gouverneur la semaine dernière, évidemment, l'État de New York. Mais ces États veulent davantage de notre énergie. Et ce n'est pas un problème pour moi, tant que l'on puisse avoir un accord juste pour tout le monde. Je crois toujours au fait que nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes une forteresse entre le Canada et les États-Unis. Plutôt que de nous battre, d'être en concurrence, travaillons ensemble. Et nous emporterons mieux. Le meilleur moyen de soutenir les employés qui sont déplacés par les droits de douane de Trump, c'est de faire en sorte qu'il y ait un emploi dans une industrie florissante. Vous savez, notre plan visant à protéger l'Ontario est un plan qui propose des idées ambitieuses et audacieuses. Il examine de près les défis qui nous freinent et propose des solutions concrètes. C'est une vision pour l'avenir de notre grande province, une vision pour l'avenir de notre économie. Cela fait 209 jours que notre gouvernement a prêté serment et notre équipe a été très occupée. Vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir sur notre équipe. Nous travaillons tous sans arrêt, je dois vous dire. Nous travaillons sans arrêt. Moi, j'appelle mes ministres à 23 heures. Et tout le monde répond. Alors, je souhaite remercier cette équipe que je trouve absolument extraordinaire. Voici un petit aperçu de ce que nous avons fait depuis le mois de mars. C'est un tout petit aperçu, ce serait trop long de vous donner toute la liste. Nous avons fourni près de 30 milliards de dollars en aide immédiate aux travailleurs et aux entreprises touchées par les mesures commerciales et tarifaires, notamment grâce au lancement d'un nouveau programme de financement visant à protéger l'Ontario doté d'1 milliard de dollars, qui aide déjà les entreprises à payer leurs salaires et à traverser cette tempête économique. Nous avons lancé de nouveaux centres qui aident les travailleurs licenciés en raison des droits de douane et de l'incertitude économique. Cela leur permet de fournir la formation dont ils ont besoin pour réintégrer le marché du travail. Nous avons ajouté 1 milliard de dollars au Fonds de développement des compétences qui porte notre investissement total au programme à 2,5 milliards de dollars. Joe Mansolani, merci, c'est grâce à vous et tous les autres syndicats qui forment ces personnes. Cela a aidé 1 million de personnes à acquérir les compétences dont elles ont besoin pour obtenir un meilleur emploi, un salaire plus élevé dans les métiers spécialisés et d'autres secteurs en demande. Nous avons signé des accords avec 10 autres provinces et territoires afin de faire progresser le libre-échange interne, ce qui contribuera à ajouter 200 milliards de dollars à l'économie canadienne et jusqu'à 6% au PIB. Et nous avons signé un accord avec l'Alberta et la Saskatchewan pour construire des pipelines et des voies ferrées afin d'acheminer le bois, le pétrole et le gaz de l'Ouest canadien et les minéraux essentiels de l'Ontario vers de nouveaux marchés. Nous avons introduit de nouvelles règles de mobilité de la main-d'œuvre de plein droit, les premières du genre au Canada, qui permettent aux travailleurs qualifiés d'autres provinces et territoires de décrocher un emploi dès leur arrivée. Nous lançons un projet, un processus afin de rationaliser les autorisations pour les projets miniers, de réduire de 50% les délais d'examen par le gouvernement. Et je pense même qu'on réduira davantage. Donc, comme le ministre Lecce le, le dit, car il travaille fort, il fallait 15 ans pour obtenir un permis dans le passé. Ce n'est pas réaliste.
Alors, les entreprises minières investissent ailleurs. Nous allons diminuer cela à moins de 24 mois pour être concurrentiels par rapport à tous les autres pays et toutes les autres instances de la région. Et vous savez qui joue un rôle critique là-dedans? Notre relation avec nos partenaires des Premières Nations. Il y a des chefs autochtones qui veulent avancer et qui veulent être copropriétaires de ces grands projets, qui veulent former leurs membres et 10 millions en bourse. Vous savez, lorsque je parle aux chefs, ce qu'ils veulent avant tout, c'est la prospérité pour la prochaine génération. Et nous sommes là pour les aider. Nous avons adopté une loi visant à créer de nouvelles zones économiques spéciales, un nouvel outil puissant qui permettra d'accélérer considérablement l'approbation des grands projets, qui créeront des emplois, favoriseront la croissance de notre économie et rendront notre province plus résiliente. Nous avons rendu permanente la réduction de la taxe sur l'essence. Vous savez, Peter, j'aimerais qu'on mette une affiche parce que les gens l'oublient, que l'essence serait 10,7 cents en plus si on n'avait pas réduit la taxe de manière permanente sur l'essence. Est-ce que vous avez constaté que la nuit, enfin, près de chez moi, c'était à 1,17 $ et le matin, mystérieusement, c'est passé à 1,31 $. On va en discuter un autre jour. Je ne veux pas me, me détacher de mon sujet. Alors, nous avons rendu permanente la réduction sur la taxe sur l'essence. Et nous avons éliminé les péages sur les autoroutes provinciales, ce qui permet aux navetteurs quotidiens qui empruntent l'autoroute 407S d'économiser 7 200 $ par année. Et nous avons augmenté notre plan de construction à plus de 220 milliards de dollars d'infrastructures. Je sais que la ministre Sturma vient de partir en congé de maternité. Elle a une magnifique petite fille il y a 2 semaines. Elle a fait un travail extraordinaire pour bâtir l'infrastructure qu'il nous faut dans cette formidable province. C'est le plus grand plan de son genre de l'histoire du Canada qui construit les autoroutes, les routes, les hôpitaux, les maisons, le transport en commun, les écoles dont notre province a besoin. Et nous avons relié plus de 100 000 personnes à un médecin, à un professionnel de la santé. Et nous avons également lancé des appels à propositions pour en connecter des centaines de milliers d'autres. Et je souhaite remercier Sylvia Jones, ma ministre de la Santé et vice-première ministre. Elle n'est pas ici aujourd'hui, mais quel partenaire formidable. Je ne saurais compter sur quelqu'un de plus fort. Elle fait un travail formidable. Je dis toujours, et vous savez, les PDG des hôpitaux, les médecins et les infirmières me disent qu'ils ont besoin d'aide. Nous dépensons 80 91 milliards de dollars en santé. Je crois que c'était 60 milliards lorsque nous avons été élus. Nous avons constaté des augmentations formidables. Il faut changer les choses. Il faut produire des résultats et faire en sorte d'avoir un système efficace. J'ai étudié Lean Six Sigma aux États-Unis pendant des années. Nous avons fait venir des experts Lean à la province. Et d'ailleurs, nous sommes la première instance en Amérique du Nord qui a 24 ceintures noires Lean qui vont dans tous les ministères et standardisent, dégagent des efficiences et se concentrent sur des événements Kaizen. C'est formidable de voir ce que peuvent faire ces professionnels, les ceintures noires. Nous en prenons 2 ou 3, nous envoyons dans le ministère et pareil pour tous les autres. Alors, je souhaite les remercier tous et toutes. Ils font un travail formidable. Alors, ce serait impossible de faire ce travail et d'ailleurs aucun d'entre nous ne pourrait le faire si c'était de Michel Debagne. J'adore Michel. Je dis toujours, Michel, ce n'est pas les gens qui gouvernent, c'est plutôt le système. Il faut changer le système plus rapidement, immédiatement. Michel travaille H24. Je l'appelle 7 jours sur 7, que ce soit le samedi, le dimanche, je l'appelle. J'ai beaucoup de chance de pouvoir compter sur elle. C'est une grosse machine, la fonction publique provinciale. On ne, on ne n'en fera pas les règles, on les change. Alors, merci Michel. Je ne sais pas si elle est là, mais je souhaite la remercier. Elle mérite nos salutations.
semaine prochaine, nous reprendrons les travaux à l'Assemblée législative. À ce moment-là, notre gouvernement sera prêt à poursuivre la mise en œuvre du plan pour protéger l'Ontario et continuera de travailler pour rendre notre province plus compétitive, plus résiliente et plus autonome. Pour ce faire, il faudra faire des choix difficiles et travailler dur, décennie après décennie, et gouvernements successifs à tous les niveaux et de toutes tendances politiques ont ajouté couche après couche de bureaucratie et de réglementation. Ils ont rendu de plus en plus difficile pour les entreprises d'investir et de créer des emplois. Ils ont rendu l'Ontario moins compétitif, moins résiliente, moins autonome. Avec tant d'incertitudes économiques et les droits de douane imposés par le président Trump, nous devons agir. Si nous voulons être plus compétitifs, si nous voulons être plus résilients et plus autonomes, nous devrons réparer la plomberie de l'économie ontarienne. Nous avons besoin d'une réforme complète du système d'octroi de permis. Au cours des derniers mois, ma ministre chargée de la réduction des formalités administratives, Andrea Kangin, je pense, coupé 1,2 milliard de ces formalités administratives et elle me corrigera peut-être, mais c'est 1,5 million d'heures de travail. Enfin, c'est énorme. Andrea, vous avez fait un travail formidable. Elle a travaillé avec ses collègues du cabinet pour identifier les permis, les autorisations destinées aux entreprises qui rendent l'économie de l'Ontario moins compétitive. Et de qui dépend-on le plus? Eh bien, nous dépendons de tous les secteurs. Vous tous et toutes. C'est vous qui nous appelez et qui dites ça, c'est un doublon ou ça, c'est une formalité, une tracasserie administrative inutile. Et on la coupe d'office. Il y en a des centaines et ils représentent au total plus d'1 million d'approbations chaque année pour les entreprises. Imaginez, 1 million d'approbations. Au cours des prochaines années, avec des mesures qui commencent lors de la prochaine session, nous serons infatigables dans notre travail pour éliminer et rationaliser les permis les plus coûteux. Pour ceux qui resteront, qui sont absolument nécessaires, nous mettrons en place des normes de service et des délais clairs et responsables. J'adore les indices clés de rendement. Montrez-moi les chiffres. Moi, j'aime les chiffres. Montrez-moi les chiffres. Les chiffres ne mentent pas. Et jusqu'à présent, nous respectons notre promesse de faire de l'Ontario une province plus compétitive. Nous voulons donner aux entreprises la certitude dont elles ont besoin pour investir, mais nous n'arrêterons pas là. Notre gouvernement continuera à progresser dans la suppression des barrières commerciales internes en élargissant davantage les règles de mobilité de la main-d'œuvre de plein droit à davantage de professions et en activant la reconnaissance mutuelle avec les provinces prêtes à le faire. Nous finaliserons la mise en œuvre de changements de bon sens relatives aux espèces en péril, afin de protéger notre habitat naturel tout en accélérant la construction d'usines, de logements, de transports en commun, d'autoroutes et d'autres infrastructures essentielles. Au lieu de choisir une poignée de projets spéciaux à mener ici ou là, nous réduirons les formalités administratives à tous les niveaux afin de faciliter pour tout le monde l'investissement en Ontario, la création de nouvelles entreprises et la création de nouveaux emplois. Vous savez, nous avons beaucoup de chance de pouvoir compter sur Vic Fedeli. C'est une personne extraordinaire, ministre du Développement économique et du Commerce. Cet homme est constamment dans un avion. Il a été en Allemagne un jour, en Asie le lendemain, puis ensuite en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine. 365 jours par année, en soirée, il m'envoie un texto où il m'appelle pour me faire une mise à jour. Et il me dit toujours, Monsieur le Premier ministre, le pipeline est plein. Je sais qu'il y a une incertitude, les temps sont durs, mais notre pipeline est plein. L'Ontario est un- une instance contre la réglementation inutile et ouverte aux affaires. Nous avons réduit les tracasseries administratives de 12 milliards par année. Mais bon, nous avons diverses possibilités pour l'investissement en Ontario, dont des groupes présidés par certains des délégués. Oui, nous avons beaucoup d'entreprises qui veulent investir ici. C'est ventilé en
catégories, disons, moins de 100 milliards, plus de 100 milliards et plus d'1 milliard. Et c'est moins de 100 millions, plus de 100 millions et plus d'1 milliard. Et donc, beaucoup d'entreprises veulent venir ici. Depuis quelques semaines, on a observé 1,6 milliard de dollars investis ici. Et ici, on regarde l'année dernière, à l'explosion des entreprises déjà présentes qui investissent davantage, nous avons attiré 409 entreprises qui ont investi 40 milliards de dollars, 39,8 pour être plus exact, dans la création de 25 000 emplois. C'est de cela dont il est question quand je dis qu'il faut créer les conditions, le climat favorable à la prospérité. Je le répète sans arrêt au Premier ministre du Canada. Diminuons les impôts sur le revenu des entreprises. Je sais que mon ministre des Finances, qui est une personne extrêmement chevronnée, sait qu'il faut le faire aussi. Mais on ne peut pas agir seul. Il faut que le gouvernement fédéral réduise non seulement les impôts euh, des entreprises, mais aussi les impôts des particuliers. J'en reviens à ma philosophie. Il faut remettre de l'argent dans la poche des, des gens et des entreprises. Alors, nous continuerons de nous concentrer sur la recherche de nouveaux moyens de réduire les coûts et les frais et les taxes pour les travailleurs, les familles et les entreprises. Et alors que le président Trump menace notre secteur de l'automobile et de l'acier, nous rendrons obligatoire l'utilisation de matériaux fabriqués en Ontario dans les marchés publics et de véhicules fabriqués en Ontario pour le parc automobile provincial, afin que notre gouvernement soutienne les travailleurs ontariens. Nous continuerons d'investir dans des industries nouvelles, résilientes et en pleine croissance, dont les avantages de l'Ontario en matière de minéraux nucléaires et critiques, en créant des centaines de milliers de nouveaux emplois, notamment ceux touchés par le droit de douane imposé par le président Trump. Chers amis, avec tant de dysfonctionnements et tant d'abus de l'argent des contribuables, nous ferons tout ce qu'il faut pour que les conseils scolaires assument leur responsabilité la plus fondamentale, à savoir la réussite scolaire et la réussite des élèves. Je souhaite remercier le ministre Paul Calandra, ministre de l'Éducation. Nous avons discuté, lui et moi. Vous savez, lorsque vous verrez combien d'argent est dépensé par les conseils scolaires, que ce soit des, des montres iPhone, des ordinateurs portables, des glaces commandées ou des crèmes glacées commandées à 2 heures du matin, c'est un abus. Ou alors, aller en Italie, j'aime les Italiens, je- j'aime beaucoup les Italiens, que ce soit en Italie ou ici. Mais vous avez des conseillers scolaires qui sont allés dépenser 100 000 de l'argent des contribuables en Italie pour acheter des œuvres d'art italiennes pour leurs écoles. Les écoles où je vais, moi, ce sont des photos des élèves qu'on met au mur, pas des œuvres d'art italiennes. Ou alors, ils vont à une partie des Blue Jays, dépensent 20 000 pour une loge pour bien profiter. Mais la liste est longue, très, très longue. Alors, nous allons faire en sorte qu'ils rendent des Il va sans dire que nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin du soutien et de la coopération du gouvernement fédéral. La meilleure façon pour le gouvernement fédéral de nous aider, et je l'ai dit au Premier ministre, c'est de nous laisser faire. Cela commence par mettre fin aux évaluations régionales fédérales dans le cercle de feu. Il ne faut que reproduire le travail remarquable des partenaires des Premières Nations de la région et ralentisse la construction des routes vers le cercle de feu. Et je souhaite simplement préciser, ce n'est pas le Premier ministre Carney qui a mis ses embûches dans notre parcours, c'est l'ancien Premier ministre Trudeau qui a mis obstacle après obstacle à la construction des routes au cercle de feu, que ce soit pour empêcher la construction de l'autoroute 413. Heureusement que le Premier ministre Carney est un homme d'affaires. Il a promis de contribuer à faire du Canada une superpuissance. En fait, non, je vais dire ça autrement. De continuer de faire du Canada une superpuissance énergétique. Et pareil pour l'Ontario. Il a promis de réaliser de grands projets. Il n'y a pas de meilleur moyen d'y parvenir que de libérer tout le potentiel économique des minéraux essentiels du cercle de feu. Cela signifie 22 millions de dollars ajoutés à l'économie canadienne et 70 000 nouveaux emplois pour le début. Il y a beaucoup de minéraux dans le cercle de feu,
n'importe où ailleurs dans le monde. Le cercle de feu est une opportunité économique générationnelle. Alors, je prends le Premier ministre au mot. Je crois véritablement que c'est un homme honnête qui tient ses promesses. Vous savez, parfois, je me dis qu'il doit avoir du mal à remettre de l'ordre dans les affaires du gouvernement parce que le Premier ministre précédent lui a laissé un fouillis. Je dis toujours que le plus gros défi auquel on fait face, c'est le gouvernement. Faire en sorte que l'on se départisse de tout ce qui est dans notre chemin pour qu'on puisse avancer. Et nous sommes là pour l'aider. Je sais que les autres premiers ministres sont là pour l'aider aussi. Et vous savez, c'est un homme qui a été formé par Goldman Sachs, Brookfield, la Banque du Canada, la Banque d'Angleterre. Mais j'ai dit au Premier ministre, vous savez, votre plus gros défi, ce sera le gouvernement et la bureaucratie. Et parfois, l'ancien régime Trudeau, qui croit simplement qu'il faut tout ralentir, quelle que soit la raison. Mais je sais qu'il réussira avec notre soutien. À présent, il est temps d'agir, mettre un terme aux évaluations fédérales redondantes. Chers amis, nous vivons une époque extraordinaire. Ce n'est plus un combat que nous avons choisi, mais c'est un combat que nous devons être prêts à gagner. La meilleure façon d'y parvenir, la meilleure façon de gagner, c'est de libérer notre économie. Le meilleur moyen de gagner, c'est de nous rendre plus compétitifs, plus résilients et plus autonomes. Ensemble, aux côtés des municipalités, des travailleurs, des syndicats, des Premières Nations, des entreprises, de la fonction publique de l'Ontario et de tous les paliers du gouvernement, et d'ailleurs chaque personne dans cette salle, nous allons sortir de cette épreuve plus forts, plus unis que jamais. Ensemble, nous allons protéger l'Ontario. Je souhaite vous remercier. Merci d'être ici et que Dieu bénisse la population de l'Ontario. Merci. Merci, Premier ministre Ford, pour ce message. Je suis Andrew Wallace et je représente la Banque nationale. Je dois être rapide. Au nom de la Banque nationale, je souhaite exprimer nos remerciements les plus sincères pour vous, votre leadership et votre engagement à protéger la population de l'Ontario, mais aussi du Canada. La Banque nationale est fièrement canadienne et elle cherche à encourager davantage de conversations comme celle-ci. Notre PDG a ajouté sa voix aussi à la vôtre pour réduire l'impôt sur les entreprises. Nous devons être plus courageux comme Canadiens et revendiquer ce genre de mesures. Nous croyons dans notre pays, notre Canada, et nous devons travailler ensemble pour faire venir des investissements ici. On veut aider nos clients ici et nous sommes très emballés que vous soyez si motivés. C'est aussi à moi à présent de présenter mon ami Ben Mulroney. Ben animera le reste de l'après-midi. Ben est reconnu comme l'un des personnages médiatiques les plus appréciés. Vous pouvez le voir aux émissions de Global. Pour ceux qui ne suivent pas Ben dans les médias sociaux, je vous encourage à le faire. Alors, j'apprécie aussi lorsque ses frères sont invités à ces émissions et qui défendent Ben d'ailleurs. Alors, Ben va monter sur l'estrade. Merci beaucoup. Alors, vous attirez une foule beaucoup plus importante que le ministre Lecce, je dois le dire. Moi, j'adore le ministre Lecce, vraiment. Alors, vous avez une question à poser, je crois. Oui, entre nous, 1300 personnes et votre sœur. Quand vous présenterez-vous comme maire de la ville de Toronto? On a besoin de quelqu'un comme vous. Beaucoup de personnes voteraient pour vous.
et financerait votre campagne. Écoutez, j'ai toujours dit que la politique municipale, c'était ce qui était le plus proche de mon cœur, mais je suis très occupée. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis un animateur radio-télé célébré. Mais récemment, Monsieur le Premier ministre, j'ai écouté mes fans en ligne et j'ai décidé que j'étais à présent le fondateur d'une nouvelle organisation qui s'appelle le réseau des enfants de célébrités qui réussissent. Alors, dès que notre président sortant reviendra de la Californie, nous allons démarrer nos travaux. Non, je rigole. J'aimerais bien un jour, mais je suis un peu trop occupée à faire autre chose. Ça, c'est un vrai politicien. Vous avez ce qu'il faut. J'adorais votre père. Il m'appelait et il me requinquait. Vous savez, Caroline, c'est votre père qui m'a encouragée à continuer. Chaque fois que je lui parlais, j'avais envie d'aller frapper à des portes. Mais je dois dire que bien que ma sœur travaille très fort au nom de ses contribuables, c'est aussi la colle dans notre famille. Sans elle, nous ne saurons rien. Et elle prépare les meilleurs repas de toute l'histoire de l'Action de grâce. Et je la remercie de nous inviter chez elle. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci de m'avoir invité. Dites-nous, si vous le pouvez, où nous en sommes dans cette lutte avec les États-Unis du point de vue des droits de douane. On a l'impression de toujours être à la ramasse. On réagit constamment à quelque chose qui est imposé par le président ou quelqu'un de son équipe, dont Howard Lutnick il y a à peine 2 semaines. Écoutez, lorsque vous êtes confronté au président Trump ou à Howard Lutnick, c'est très difficile. Le premier ministre Carney a raison, il s'agit de tisser des liens. Vous savez, le président Trump vous dit quelque chose un jour et le contraire le lendemain. Et on ne sait pas pourquoi. Alors oui, il faut trouver une entente. Nous sommes une superpuissance économique. Nous achetons 156 milliards par année. Nous sommes le plus gros client des États-Unis. L'Ontario à elle seule est le partenaire commercial le plus important des États-Unis pour 15 États américains. Deuxième pour 12 autres États, 500 milliards de commerce bilatéral avec les États-Unis. Si c'est impossible d'avoir un accord, il faudra réagir. Vous savez, mon bon ami Scott Moe, il a l'uranium, la potasse. L'uranium, c'est nécessaire pour toutes les installations nucléaires des États-Unis. La potasse, ça pourrait être dévastateur pour l'économie agricole des États-Unis. Le nickel de Sudbury, on s'en sert dans toutes sortes d'applications, de l'aéronautique, militaire, secteur manufacturier, c'est pour n'en nommer que quelques-uns, dont l'aluminium, l'acier aussi. Alors, je pense qu'il faut réagir, il faut frapper fort. C'est ainsi qu'il comprend, qu'il réagit. On ne doit pas le tyranniser, mais c'est difficile pour le Premier ministre Carney. Mais je suis content qu'ils aient une relation. Réduire l'impact des droits de douane sur l'économie canadienne ne représente qu'une partie de la stratégie canadienne globale pour traverser cette tempête. L'un des autres aspects, c'était de réduire les obstacles au commerce interprovincial. Le gouvernement fédéral avait pour objectif de les éliminer toutes au 1er juillet. Nous n'avons pas atteint cet objectif, mais il y a beaucoup d'éléments complexes. Comment évalueriez-vous le point où nous sommes parvenus au niveau national quant à ce projet énorme? Nous progressons très très bien, très très rapidement. Nous sommes en pointe dans le pays. Nous avons conclu un accord avec 10 provinces et territoires. Il en reste quelques-uns à conclure. Le Québec et Terre-Neuve. Il nous reste le Québec et Terre-Neuve avec lesquels conclure des accords. Ce sont d'excellents premiers ministres provinciaux.
La majorité des gens au Canada ne se rendaient même pas compte que nous avions un accord de libre-échange canadien entre les provinces. Ils ne se rendaient pas compte que pour expédier une caisse de vin de la Colombie-Britannique en Ontario ou vice-versa, c'était un problème. Nous réalisons 340 milliards de dollars de commerce l'Ontario avec toutes les autres provinces et territoires. Et comme je l'ai mentionné, nous allons ajouter 200 milliards de dollars à notre économie, 6% à notre PIB. Nous sommes le premier gouvernement à éliminer les exceptions, toutes les exceptions, à tout ouvrir. Donc nous espérons que le gouvernement fédéral, je sais qu'ils avaient dit qu'ils le feraient bientôt, mais nous devons nous assurer qu'ils le fassent immédiatement. L'Ontario, assumant une position de leadership, c'est presque un pari, un acte de foi. Nous disons aux autres provinces, nous sommes décidés à renoncer à cela. Nous ne voulons pas protéger notre précaré comme nous l'avons fait si longtemps. Nous sommes décidés à renoncer à cela. Mais pour que le gâteau devienne plus gros, il faut que tout le monde suive notre modèle. Est-ce que vous pensez que c'est le cas? Bon, il y a deux provinces qui sont encore réfractaires, mais est-ce que tout le monde est d'accord pour dire si nous renonçons chacun à ces exceptions? Mais nous sommes le plus gros marché. Moi, je suis libre-échangiste. Je crois que nous devrions tous collaborer. Et puis, ça augmente le coût si nous ne le faisons pas de 15% sur nos produits. À Terre-Neuve, ils ont peur au niveau des pêcheries, euh, euh, la Nouvelle-Écosse. Bon, le Premier ministre Legault, j'entretiens d'excellentes relations avec lui. C'est un homme d'affaires très intelligent. Il veut avoir ses petites propositions. Nous allons voir et nous serons tous 13 sur la même ligne. Alors, stratégie relative aux droits de douane, l'obstacle commerciaux interprovinciaux. Troisième élément de la stratégie, développer l'infrastructure canadienne. Et les libéraux ont suggéré des projets d'importance nationale. Les 5 premiers, disons la tranche initiale de cette liste apparue récemment, le réacteur de Darlington, certains critiques diraient que Darlington était déjà en développement, n'avait pas besoin d'un coup de pouce du fédéral. Mais l'autre critique que j'ai entendu dire, c'est que vous y avez fait allusion dans votre discours, le fardeau réglementaire qui a été imposé par les libéraux de Trudeau, il semble, et c'est la critique que j'ai entendue, que la réponse de ce gouvernement libéral-ci a consisté à superposer à ce fardeau et ce système réglementaire qui étouffe l'innovation, un nouveau système pour accélérer les choses. Mais ce que ce système accélère, ce sont des projets et qui sont choisis par le gouvernement libéral et le gouvernement libéral seul. Est-ce que cette critique est juste? Oui, elle est juste, elle est exacte. Mais nous allons travailler main dans la main avec le Premier ministre du Canada et je sais que le ministre Lecce va travailler avec ses collègues. Euh, D'ailleurs, son homologue est un autre ministre extraordinaire. Monsieur Carney a beaucoup de chance de l'avoir. C'est un copain de Goldman Sachs euh, qui, euh, qui est un véritable pilier du gouvernement. C'est quelqu'un qui sait agir. Mais on ne peut pas faire passer des vessies pour des lanternes. Il faut trouver de nouvelles idées et puis éliminer le fardeau réglementaire qui nous coûte des fortunes, des fortunes. Comme je l'ai dit au Premier ministre Carney, oui, il faut nous inquiéter de Trump, mais pour l'instant, commençons par nous concentrer sur ce que nous pouvons faire. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que pays pour devenir plus concurrentiel en réduisant les impôts sur les sociétés, les impôts sur les particuliers, en éliminant la réglementation, le fardeau et en débloquant, en déchaînant le potentiel de notre pays. C'est cela que nous devons faire. Arrêtons de nous inquiéter, comme le Premier ministre Trudeau le faisait pendant 10 ans. Il s'agit d'un nouveau départ. Il faut qu'il continue d'agir. Et puis ensuite, il faut que le fédéral agisse plus rapidement, aussi rapidement que possible. Et CBA, c'est quelqu'un de très intelligent, quelqu'un de très très intelligent, mais parfois les gouvernements peuvent vous étouffer, vous submerger. Il faut commencer à agir aussi rapidement que possible pour parvenir à ces objectifs. Nous serons là pour les soutenir à chaque étape. Nous entendons dire que la prochaine tranche de projets d'importance nationale sera annoncée. Est-ce que vous espérez que le cercle de feu figure sur la liste? Il m'a dit qu'il le serait, je le crois sur parole. Pour moi, c'est une poignée de main et je fais confiance. Euh, Quand nous disons que nous allons faire quelque chose, nous le faisons. Nous allons travailler. Alors, supposons pour un instant que le cercle de feu figure sur cette liste. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Eh bien, nous commençons à avancer. Le travail préliminaire est déjà en cours. Nous commençons déjà à bâtir la route vers le cercle de feu.
avec les Wemekwe dans l'extrême nord, et le Heroland, le chef Sani, qui est un chef fantastique, qui est quelqu'un qui a des idées très progressives. Ils veulent commencer, ils le font maintenant. J'y ai fait un tour là-haut rapidement pour les soutenir comme on le peut. La première ministre Danielle Smith a passé à mon émission régulière la semaine dernière. Je lui ai demandé la différence entre la collaboration en tant que première ministre provinciale avec les libéraux de Trudeau et les libéraux de Mark Carney. Elle a dit c'est le pragmatisme qui était le plus important changement. Elle estimait que le nouveau gouvernement est plus pragmatique à l'égard du gouvernement, beaucoup moins idéologique, au moins au début. Que pensez-vous? Oui, je suis d'accord. On fait affaire avec un homme d'affaires, bon, qui apprend à travailler au gouvernement, mais on est là pour le soutenir. Il comprend là où il doit aller. Il faut simplement y aller plus rapidement, partout, dans tous les domaines. Une personnalité excellente, il répond aux appels, il répond quand on lui laisse un message. Moi, écoutez, moi je suis un conservateur budgétaire, mais peu m'importe la coloration politique. Attention, moi je suis très fier d'être le chef du Parti progressiste conservateur, mais moi, je veux bien collaborer avec quiconque, je l'ai montré, peu importe si ce sont des maires néo-démocrates, des chefs libéraux. Et ça s'applique partout au pays. Nous avons des premiers ministres néo-démocrates avec qui je m'entends très bien, des premiers ministres libéraux et des premiers ministres conservateurs. Et nous travaillons très bien ensemble. Vous avez fait preuve d'une capacité à collaborer avec quiconque, de fait à créer des relations, des amitiés pour le bien des gens de l'Ontario. Qui vous a étonné au niveau de la personnalité? Mettons de côté les questions de politique gouvernementale. Vous êtes le doyen des premiers ministres provinciaux. Euh, Quel premier ministre vous a le plus étonné au niveau des bons rapports que vous entretenez avec elle ou avec lui? Il y en a deux avec qui je m'entends très très bien. Euh, le Premier ministre Houston et le Premier ministre Scott Moe. Scott est la première personne que j'ai rencontrée. Nous avons des idées semblables, ainsi que le Premier ministre Houston. Mais j'aime beaucoup Wab Kinew. Je dis toujours à Wab, vous parlez comme un conservateur, mais c'est un véritable champion. Scott et moi avons discuté l'autre jour. Nous nous sommes demandé combien de premiers ministres nous avions connus depuis que nous avons été élus. Nous sommes les doyens. Nous avons compté 22 premiers ministres provinciaux que nous avons connus. Nous avons une bonne équipe, une très bonne équipe avec laquelle nous travaillons à l'heure actuelle. Je suis heureux que vous ayez parlé de la Saskatchewan parce que je voudrais revenir au droit de douane, mais pas au droit américain, mais au droit de douane chinois. Dans ce dossier, il semble qu'il y a des failles qui apparaissent dans l'approche de l'équipe Canada. Le Manitoba et la Saskatchewan ont demandé que le gouvernement fédéral élimine les droits de douane sur les véhicules électriques chinois afin de rétablir de relations normales avec la Chine et donc l'industrie du canola. Vous avez déclaré que vous étiez contre. Pourquoi? Bon, tout d'abord, j'ai eu une conversation l'autre jour. Scott m'a appelé, m'a dit, il faut que je protège mon industrie. Oui, je comprends pourquoi Wab Kinew et Scott Moe disent éliminer les droits de douane. Mais moi, je dois faire la même chose. Leur secteur, ils expédient 4,9 milliards de dollars vers la Chine de canola. Mais regardez, notre secteur de l'automobile, 57 000 emplois directs, et multipliez ça par 4 pour le nombre d'emplois indirects, 46 milliards de dollars de nouveaux investissements. Moi, je respecte ce qu'eux font, mais nous ne devrions absolument pas éliminer les droits de douane sur la Chine. Absolument pas. L'une des raisons pour lesquelles, en tant que Premier ministre, pour lesquelles vous trouvez un écho chez les gens dans la population, je ne peux pas dire nécessairement les gens dans cette salle, mais c'est le fait que vous êtes disposé à démontrer, à montrer aux gens à quel point cette guerre commerciale avec les États-Unis est une question d'émotion, parce que les électeurs vous comprennent. Et la semaine dernière, j'ai vu un très bon exemple lorsqu'il s'agit des observations de Howard Lutnick et l'impact, si son rêve est réalisé, de ce que cela signifie pour la population d'Oshawa, de l'industrie automobile dans la province. Il me semble que c'est une crise pour le secteur automobile en Ontario que nous n'avons jamais encore connue. Comment abordez-vous cela? Bon, tout d'abord, euh, je voudrais signaler Flavio Volpe qui est dans la salle. C'est un véritable champion. Il est en pointe. Il fait un très, très bon travail. Mais oui, tout à fait. C'est devenu
très personnel. C'est pas juste pour moi, mais pour chaque Canadien. Chaque Canadien connaît un ami, un parent qui habite aux États-Unis ou un partenaire commercial. Howard Lutnick, un homme d'affaires intelligent, faut aussi qu'il apprenne la politique, mais bon, il faut qu'il se mette sur la même ligne que le président. Le président dit que il veut que les deux secteurs automobiles s'épanouissent, et Howard Lutnick dit c'est nous qui allons construire les automobiles. Moi, je peux vous dire, ça va tuer les constructeurs automobiles là-bas. Tous ont dit qu'ils ont déjà perdu 1 milliard de dollars à cause du libre-échange. C'est tellement imbriqué. Le pacte de l'automobile existe depuis les années 60, comme vous l'avez entendu bien des fois. Les pièces automobiles franchissent la frontière 6, 7, 8 fois. Moi, je dis toujours, on ne peut pas, on ne peut pas défaire une omelette qui existe depuis les années 60. Il faut agrandir l'omelette. Et comme je l'ai déjà dit à nos amis américains, nous achetons 400% de plus de véhicules que quiconque dans le monde entier. Et les véhicules que nous achetons, nous produisons, bon, ça varie, mais 1,7 million d'automobiles par an. 50% de ces automobiles ont des pièces américaines. Alors, ça va absolument dévaster le secteur de l'automobile aux États-Unis. Mais nous allons survivre. Nous allons survivre, nous allons devenir plus créatifs, nous allons trouver de nouvelles idées. C'est ce que nous allons faire. Mais le secteur de l'automobile existe depuis 100 ans et il sera toujours ici pour les 100 prochaines années. Euh, Moi qui fais des rapports sur l'essor du crime violent dans mes émissions de radio, bien plus souvent que je ne le voudrais. La question de la réforme de la justice, c'est très important pour moi et pour beaucoup de gens dans la salle. Qu'est-ce que l'on vous dit à Ottawa quant à leur projet de réforme de la justice criminelle? La semaine dernière, les conservateurs à Ottawa ont déposé le projet de loi C-242, la loi prison pas libération conditionnelle, qui a été écartée, mais les libéraux ont promis que les conservateurs seraient très heureux par ce qui s'annonce, des mesures beaucoup plus complètes, une refonte beaucoup plus complète de la justice criminelle. Qu'est-ce que vous avez demandé à Ottawa et qu'est-ce que l'on vous a dit qui s'en vient? Bon, tout d'abord, je voudrais saluer le procureur général Doug Downey, un procureur général fantastique, mon solliciteur général Michael Kersner, qui travaille avec leurs homologues. Je sais que Doug Downey travaille avec le ministre Fraser en tant que procureur général, mais le message, c'est très simple. N'ayez pas un système de libération conditionnelle laxiste. Les gens en ont assez. Nous faisons des sondages tous les jours. Le crime était la 8e préoccupation sur 10 et est devenu la première préoccupation à côté de l'économie et de la santé. Les gens en ont assez du crime. Tout le monde dans la salle connaît quelqu'un qui s'est fait voler sa voiture, qui a subi une invasion de son domicile. Même dans mon petit quartier, 4 invasions de domicile. On enfonce la porte, on menace les gens avec des armes de poing pour les terroriser, pour avoir leur clé d'automobile. Et puis ensuite, ils volent les voitures. Qu'est-ce qui se passe quand ils sont attrapés? Ils comparaissent devant un juge et le juge dit, ah, le petit Johnny n'a pas fait exprès, on va le libérer sous caution. Pas une seule fois, c'est la 4e, 5e, 6e fois. Il faut qu'il y ait des conséquences quand vous commettez des crimes violents. Une malheureuse famille à Kleinburg, imaginez, vous essayez de protéger votre petite fille de 4 ans quand, quand on le menace d'une arme, il est blessé par arme à feu devant sa femme et ses enfants. Ça va affecter la famille toute leur vie. Ils ne peuvent plus vivre dans cette maison. Il faut qu'il y ait une responsabilisation. C'est ça qu'il nous faut. Il nous faut une réforme dure de la libération sous caution, exigeante. Et ce n'est pas tout. Il nous faut des peines obligatoires. Lorsqu'un criminel pénètre dans un domicile avec une arme à feu, vous savez que vous allez purger tant d'années, 10 ans, peu importe. Mais leur argument, les libéraux disent, oui, mais on l'a essayé, Harper l'a essayé. Non, Harper avait une approche généralisée partout. Donc, commençons à nous concentrer sur certains domaines. Et pour être très honnête, le système judiciaire ne devrait pas s'ingérer dans les politiques du gouvernement. C'est pas dans la maison des juges qu'on pénètre par effraction. Il faut s'assurer de fixer des peines obligatoires. Vous entrez dans un domicile avec une arme à feu, vous purgez 10 ans. Parce que moi, on me le dit jour après jour, des policiers qui travaillent en première ligne, des chefs de police de la province, le commissaire de la police de l'Ontario provinciale, les criminels plus âgés
donne des armes à feu à des jeunes de 16, 17, 18 ans en disant rien ne vous arrivera. Vous savez, et en fait, c'est vrai, rien ne leur arrive. Alors ils enfoncent la porte avec une arme à feu. Il faut changer la loi sur les jeunes contrevenants. Et ça ne peut pas être. Moi, je peux vous dire, tout le monde dans la salle, moi-même compris, quand vous aviez 16, 17, 18 ans, vous saviez que le fait d'entrer dans un domicile, d'enfoncer la porte avec une arme à feu, ça ne se fait pas. C'est pas bien. Il y a trop de juges qui sont laxistes, qui disent ah, il faut leur donner une deuxième chance. Non, ce sont des personnes qui doivent être, des jeunes qui doivent être emprisonnés, et qui doivent être arrêtés. Il y a des conséquences. Vous entrez dans un domicile avec une arme à feu. Je ne parle pas de voler des tablettes de chocolat. Ils sont audacieux. Ils commencent par casser un carreau. Avec le maire Giuliani, il y a des années, qui disait, ils entrent moi, avec des chariots de magasinage et qu'ils remplissent, que ce soit à la LCBO, à Home Depot, à Walmart, et puis ils vendent, ils volent des marchandises et les vigiles ne peuvent rien faire. Moi, je peux vous raconter une petite anecdote, je vous en prie. Alors, il y a 2 mois, euh, bon, j'ai semé mes gardiens à 8 heures du matin avant qu'ils n'arrivent et ça les fâche. Alors donc je saute dans mon pick-up, je vais aller à Home Depot, c'était un samedi. Alors bon, je voulais acheter des plantes parce que en fait c'était la fin de semaine avant que le Premier ministre Carney n'arrive. Je voulais avoir des plantes. Alors j'ai chargé la voiture. Puis alors je me suis garé juste à côté de la pépinière. Vous connaissez Home Depot. J'ai chargé toutes mes plantes. Je suis prêt à partir. Et puis un type qui sort avec un sac à dos et un gros sac. Il sort du magasin et le directeur du magasin hurle derrière lui, reviens, reviens. Et le gardien est là. Et j'ai dit, mais allez l'attraper. On n'a pas le droit de lui courir après. Alors, il a fait le tour du côté, là où étaient toutes les plantes, là, de la des pépinières. Alors, moi, j'étais dans ma voiture, j'ai dit, moi, je vais le poursuivre. Alors, bon, là, j'avais le cœur qui battait la chamade, j'étais en rage. Alors, donc, je l'ai suivi, personne ne pouvait le voir. Et alors, je regarde derrière lui, je saute dans la voiture, je dis, mon gars, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Il n'y a rien dans mon sac. J'ai dit, mon gars, je vais moi, je ne pouvais pas m'aider. Montre-moi ce qu'il y a dans ton sac, là, sinon, je vais te tabasser partout dans le terrain. J'ai rien dans mon sac. Alors, là, le directeur du magasin était arrivé, et lui était en colère aussi. Il jure, là, bon, j'ai peut-être ajouté un peu de langage coloré. Alors, il vide son sac, tout à coup, alors, il n'y a rien ici, mais j'ai dit, et ton autre sac? Parce qu'il l'avait laissé et on avait entendu un tintement. Alors, il a sorti une de ses lames de scie. euh, bon, et alors le directeur du magasin dit, ah, c'est ça qu'il a volé. Et ensuite, on a commencé alors j'ai dit, continue de vider ton sac. Alors il sort des cisailles. Alors là, moi, j'étais en rage. Là, j'étais en rage à ce type. Alors j'ai dit, mais écoute, tu as volé ça aussi? J'ai dit, non, je jure, j'ai rien volé, j'ai rien volé. Et regardez la rouille. Regarde, oui, oui, c'est vrai que c'était rouillé. D'accord, ça t'appartient. Et puis, bon, alors je lui ai dit, si jamais que je le reverrais dans le terrain de stationnement, il allait se faire battre comme il n'allait jamais être battu. Mais c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est là où nous en sommes maintenant. C'est malheureusement là où nous en sommes. Bon, malheureusement, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons plus le temps, mais malgré ce que l'on peut entendre à mon émission de radio, j'espère que nous vivons à une époque tellement importante où les enjeux pour le Canada sont tellement importants pour l'Ontario. J'espère pour notre gouvernement à Ottawa, c'est qu'il réussit. Parce qu'il réussit. S'il réussit, tout le monde réussira. Et je crois la même chose au sujet d'un gouvernement progressiste conservateur en Ontario. Si vous réussissez, l'Ontario tout entier réussit. Alors, avec ceci en tête, je parle au nom de tous les membres de cet auditoire en vous souhaitant beaucoup de succès dans cette session d'automne et en fait pour tout le monde, de part et d'autre de la Chambre, une séance d'automne réussie. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci, je suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Et allez-y les Jays!